Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de m'exprimer ici, au sein de cette enceinte prestigieuse, pour vous dire quelques mots quant à l'état de nos connaissances concernant le climat au pôle, et préciser notamment quels ont été les apports de la 4e année polaire internationale sur ce sujet de grande importance. Comme cela vous a déjà été expliqué par Claude Lorius et d'autres personnes également hier, quand on parle des pôles, on parle de glace et on parle de climat, et les deux sont intimement liés. D'une part, la glace est un témoin des changements on va dire, du système climatique. Quand on parle de changement climatique aux grandes échelles de temps, vous savez tous qu'on parle de glaciation et de périodes interglaciaires. Donc on parle de périodes où les glaces s'étendent à la surface des continents et de périodes où cette glace disparaît. C'est également un acteur. Cela vous a déjà été précisé notamment par Thomas Stocker ou Édouard Bahr. La glace est un acteur du système climatique. Par son existence, par sa surface blanche, elle intervient sur l'énergie captée par la surface de la Terre, provenant du Soleil, et donc sur le bilan énergétique à la surface. Elle intervient également sur la circulation océanique. La décroissance des calottes de glace intervient sur des flux d'eau douce qui ensuite vont contrôler la circulation océanique globale. Elle intervient également sur le cycle du carbone. Peu de gens ont connaissance du fait que quand on a affaire à la cryosphère dans un milieu du type sol, on va se mettre dans un milieu comme les permafrosts en région arctique, la présence ou l'absence de glace dans ces sols va conditionner le devenir de la matière organique et donc la formation de gaz carbonique, de méthane, de gaz qui peuvent contribuer également au changement climatique. Enfin, les glaces, ce sont des archives, comme Claude Lorius nous l'a rappelé tout à l'heure. On a la chance, grâce à cette accumulation de neige au cours du temps, en forant à l'intérieur de ces glaciers, de remonter au cours du temps et d'accéder avec beaucoup de précision à l'évolution du climat, mais également à l'évolution de la composition de l'atmosphère. Alors, quand on parle de climat global, quand on parle de climat au pôle, on est intéressé évidemment par différents aspects temporels. Quel est ce climat aujourd'hui? Quel va être ce climat dans le futur? Et quel a été ce climat dans le passé? Cette carte, vous l'avez déjà vue tout à l'heure, elle représente l'anomalie de température entre 1957 et 2007, où on observe notamment cette amplification en région polaire, surtout en Arctique, également en péninsule antarctique. Vous voyez tout à fait cette zone rouge sur la péninsule antarctique, qui est la zone qui se réchauffe le plus vite aujourd'hui à la surface de la Terre. Et évidemment, la question qui se pose pour nous, quel va être notre avenir climatique, l'avenir de notre planète et de l'environnement dans lequel les civilisations humaines se développent? Pour ça, la seule réponse dont on dispose, ce sont des modèles climatiques. Les modèles climatiques, ce sont en gros les modèles qui vous servent à avoir les prévisions météorologiques tous les jours, mais que l'on dégrade en résolution temporelle, que l'on dégrade en résolution spatiale, et à partir de la même physique, échange de matière, circulation, on calcule l'état du climat au cours du temps. Ces modèles, ils comprennent en fait toute la physique que l'on connaît du climat terrestre, mais ils sont perfectibles. Ils sont perfectibles parce qu'on peut les tester essentiellement sur une période instrumentale, une période d'observation du climat terrestre qui représente à peu près une centaine d'années. Il y a besoin de tester ces modèles bien au-delà. Et pour cela, il faut accéder à des archives climatiques qui nous permettent de reconstituer l'évolution du climat à différentes échelles de temps et à différentes échelles spatiales. Donc pour résumer, quand on s'intéresse au climat, au pôle ou au niveau global, on a besoin d'observation, absolument besoin d'observation, sur tous les processus impliqués dans le fonctionnement de la machine climatique, à différentes échelles spatiales et temporelles. On a besoin d'établir des bases de données climatiques, elles sont vitales pour tester les modèles climatiques. Et on a besoin absolument de remonter dans l'histoire du climat, parce que notamment, en remontant dans l'histoire du climat, on accède à des évolutions d'éléments du système climatique qui évoluent lentement, comme nous l'a signalé Édouard Bahr. C'est le cas par exemple de la cryosphère, c'est le cas du cycle du carbone. Et la période instrumentale, 100 ans, 150 ans, ne suffit pas à documenter le fonctionnement de ces rétroactions climatiques. Alors,
on m'a demandé de préciser un petit peu l'implication française au sein de l'année polaire internationale. Donc il y aura peut-être un peu de cocorico dans les minutes qui suivent, mais je tiens tout de suite à temporiser ces cocoricots. La recherche polaire, comme l'a signalé déjà Thomas Stocker, Claude Lorius également, elle se développe dans un contexte de collaboration internationale très forte. L'activité française ne pourrait pas voir le jour, être performante si on n'avait pas des collaborations, notamment européennes, extrêmement fortes, mais maintenant également vraiment à l'échelle internationale. Il y a essentiellement 4 axes dans les sciences climatiques qui ont intéressé les chercheurs français donc sur la problématique climatique. D'une part, des raids scientifiques en Antarctique. Je souligne ici en rouge le contexte international de l'année polaire internationale, c'est le programme TEST IDE. Sa déclinaison française en jaune, c'est un soutien de l'Institut polaire Paul-Émile Victor, partenaire vraiment privilégié de ce type de recherche, et de l'Agence nationale de la recherche, ANR, qui a effectivement apporté un soutien tout à fait significatif à ce type d'activité. Une autre activité concerne la validation des données satellites. Vous savez que les données satellites ont besoin d'une interprétation pour savoir réellement quelles variables physiques du climat on accède à partir de ces données, et notamment sur la question de la dynamique atmosphérique en Antarctique. Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui, et donc il y a un projet international qui s'appelle TORPEX IPY, dont la déclinaison nationale a été le projet Concordia-Asie, avec des implications de nombreuses agences françaises, le CNES, Météo France, l'Institut polaire bien sûr, et puis un institut qui est de grande importance dans nos activités, l'Institut national des sciences de l'univers, en charge notamment des observations dans le domaine des géosciences. Un troisième programme concerne Concordia, la base française Concordia, dans laquelle nous avons conduit en France une partie de recherche concernant plutôt la physique de la neige, comment la neige évolue dans un milieu extrême comme celui d'une base où la température moyenne annuelle est de moins 54 degrés Celsius et où il tombe seulement 3 cm d'eau chaque année. Ces activités ont été soutenues essentiellement par l'Institut polaire et à nouveau par l'INSU. Et puis il y a toute l'activité qui m'intéresse au premier chef et beaucoup de personnes dans cette salle, qui concerne les carottages dans la glace. Les carottages dans la glace qui nous permettent d'accéder à l'évolution du climat et de l'environnement. Cette activité est fédérée au niveau international maintenant par un programme que l'on appelle IPIX, pour International Partnerships in Ice Core Science. Et sa déclinaison dans le cadre de l'année polaire a été essentiellement 3 projets. Le projet NEM au Groenland, soutenu par l'ANR également et l'Institut polaire. Le projet Talos Dome en Antarctique, soutenu par l'INSU et l'Institut polaire. Et le projet Dome A, qui est soutenu par l'ANR et par l'Institut polaire. Alors je ne vais pas vous donner des détails sur chacun de ces activités-là. Je vais focaliser essentiellement sur le premier et le dernier. Tout d'abord, les observations du climat aujourd'hui. Thomas Stocker a parlé de l'évolution de la température. On a maintenant des indications, grâce aux travaux de nos collègues américains, Eric Steg et d'autres, que l'Antarctique se réchauffe, effectivement, peut-être plus lentement, avec plus de variabilité que dans d'autres régions du globe. Mais une autre variable du climat importante à quantifier également, c'est l'accumulation. Quand on parle de climat, on parle de température, on parle d'accumulation. Et je pense que si on demandait à des habitants des régions tropicales ou équatoriales quelles variables climatiques les impactent le plus, ils vous diront la précipitation. Les ressources en eau sont au cœur des préoccupations de l'évolution climatique future. C'est également au cœur des préoccupations en région polaire, parce que l'accumulation va contrôler d'une certaine manière comment la cryosphère va stocker, ou au contraire déstocker, de l'eau douce qui va ensuite contribuer au niveau des mers. Et là, l'activité qui a été conduite essentiellement dans le cadre de l'Observatoire de l'Institut national des sciences de l'univers Glacioclim, avec un soutien de l'ANR, a consisté à comparer des données d'accumulation obtenues par satellite, c'est ce que vous avez sur la carte de droite, avec un champ d'accumulation à l'échelle du continent antarctique. L'énorme avantage des satellites, c'est qu'ils fournissent cette couverture spatiale. Et puis à gauche, vous avez une carte avec chaque petit point correspondant à un endroit où on a pu mesurer l'évolution de l'accumulation et l'état de l'accumulation entre 1958 et 2008. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de points. C'est une des difficultés de l'Antarctique. Il est très difficile d'accéder au sol, aux informations dont on a besoin. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on compare ces 2 cartes, c'est ce que vous avez au milieu, on se rend compte qu'il y a une bonne corrélation ici dans les zones de relativement faible accumulation en Antarctique. C'est ce qu'on va rencontrer dans le plateau central. Et par contre, cette corrélation est tout à fait perdue dans les zones à forte accumulation qui concernent les régions côtières. Or, il se trouve que ces régions côtières, elles contribuent pour 40% à l'accumulation à la surface de l'Antarctique aujourd'hui. Donc, ces travaux, qui ont été publiés récemment par notre collègue Olivier Magan et quelques autres, démontrent le besoin crucial que l'on a aujourd'hui de documenter l'évolution de l'accumulation en région côtière antarctique, ce qui n'est pas une simple affaire, parce que, notamment, les accès logistiques sont très difficiles sur ces régions côtières, en général très crevassées.
Une autre activité que je souhaite mettre en avant dans ce contexte année polaire international concerne le futur. Les modélisateurs continuent leur simulation du climat avec, pour certains, notamment au laboratoire de gastrologie, un intérêt spécifique pour les régions polaires. Et là, vous avez sur ces cartes l'évolution de l'accumulation entre le début de ce siècle et la fin de ce siècle, calculée avec un des modèles climatiques qui a servi dans les simulations du GIEC et qui a ensuite été confronté à d'autres simulations, d'autres modèles du GIEC. À gauche, vous avez représenté en pourcent l'augmentation de l'accumulation calculée par ce modèle qui vous montre que, par exemple, dans les zones jaunes, on peut s'attendre à des augmentations de l'accumulation à la surface de l'Antarctique de l'ordre de 40 à 60%. Donc un chiffre tout à fait impressionnant qui nous laisserait penser que l'Antarctique est susceptible du coup de stocker une bonne quantité de précipitations au cours du temps et donc de limiter l'augmentation du niveau des mers au cours de ce siècle. En revanche, quand on le représente en termes de millimètres par an, c'est ce que vous avez à droite, on se rend compte que les zones où l'augmentation d'accumulation est la plus importante, représentées en rouge sur la carte, ce seront à nouveau les régions côtières. Donc ce qui finalement va contrôler la quantité d'eau stockée en surface par, on va dire, le frigorifique, le frigo antarctique, contribuant donc à restreindre l'augmentation du niveau des mers, ça va être à nouveau les régions côtières. Et donc il y a absolument besoin d'aller documenter l'évolution de cette accumulation au cours du temps dans ces régions. Tournons-nous maintenant vers le Groenland. Le Groenland, vous le savez tous, parce que cela a été effectivement largement médiatisé, subit une fonte estivale sur la côte qui ne fait que croître. Vous avez représenté sur cette carte évolutive le nombre de jours de fonte par an pour chaque pixel représenté entre 1976 et 2006. On voit tout à fait clairement sur ces cartes que les zones affectées par la fonte durant l'été à la surface du Groenland n'ont fait que s'accroître. Et c'est une augmentation tout à fait impressionnante, puisque quand on fait une comparaison par superficie, entre 1976 et 2006, il y a l'équivalent de 1/3 de la surface de la France qui fond désormais à la surface du Groenland et qui ne fondait pas en 1976. Nos collègues, notamment Hubert Gallet avec des collègues belges, ont conduit des simulations à l'échelle du XXIe siècle pour déterminer dans quelle mesure, avec un modèle climatique régional, cette accélération de la fonte allait se poursuivre et impacter le bilan de masse de surface de la calotte groenlandaise. Leur conclusion suggère que l'augmentation de l'accumulation au centre du Groenland, qui existe effectivement aujourd'hui, comparée à l'augmentation de la fonte sur la côte, conduira en quelque sorte à un bilan nul. Donc on peut espérer, si les simulations sont correctes, qu'à la fin du XXIe siècle, le Groenland, dans son ensemble, en termes simplement de bilan de masse de surface, je ne parle pas de la glace rejetée par la dynamique de la calotte de glace, sera dans un état de balance nulle. L'autre conclusion importante de ces travaux, c'est que cette fonte sur la côte du Groenland amène de l'eau douce dans l'océan Atlantique et donc susceptible d'intervenir sur l'intensité de la circulation thermohaline, telle qu'on l'appelle, et les calculs qui ont pu être menés par cette équipe concluent que cet effet de fonte seul ne sera pas suffisant pour réduire l'intensité de la circulation thermohaline. Encore une fois, je précise bien ici, on parle de bilan de masse de surface, on ne parle pas de l'effet possible d'accélération de l'écoulement du glacier avec des décharges d'iceberg dans l'océan. Je bascule maintenant sur l'histoire du climat, les données obtenues dans le cadre des carottages dans les glaces polaires. C'est une activité qui n'a pas démarré avec l'année polaire internationale, tout le monde le sait. Cela fait environ 40 ans que des équipes internationales travaillent d'arrache-pied à forer les calottes de glace du Groenland et de l'Antarctique pour remonter dans le temps. Vous avez ici entouré en rouge l'essentiel des projets dans lesquels la France a été impliquée. Notamment, la France a eu le privilège, grâce aux travaux de Claude Lorius et des collègues russes, d'accéder au forage de Vostok, qui est le plus profond à ce jour, ayant atteint 3667 mètres de profondeur. La France a également été un des acteurs importants, notamment avec le soutien logistique de l'Institut polaire Paul-Émile Victor, pour accéder au forage de Domsé, à la base Concordia, qui est le forage le plus ancien disponible à ce jour, 800 000 ans d'histoire du climat. La France a également été impliquée dans les projets au Groenland GRIP, au centre du Groenland, North GRIP, et puis maintenant le nouveau projet NEM, dont on parlera un petit peu plus tard. Au cours de l'année polaire, la France a également été impliquée dans un forage qui s'est terminé en fait pendant l'année polaire, à un site qui s'appelle Talos Dome. C'est une opération qui impliquait 5 pays européens, l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suisse. Et le 24 décembre 2007, un joli cadeau de Noël, le forage s'est arrêté à 1620 mètres de profondeur, nous donnant accès à 300 000 ans d'histoire du climat dans cette région côtière antarctique.
Une équipe française s'est également associée à une équipe britannique pour forer un petit glacier situé dans l'île de James Ross, dans la péninsule antarctique. C'est une opération qui s'est conduite en février de l'année dernière, qui a atteint le socle rocheux à 364 mètres de profondeur et nous donne 20 000 ans d'histoire du climat et de l'environnement dans cet environnement de péninsule. Alors, comme je le disais, l'acquisition des carottes de glace, c'est une activité de longue haleine. Certaines opérations ont démarré pendant l'année polaire internationale. Quand on parle de résultats scientifiques, évidemment, pendant l'année polaire internationale, on s'appuie sur des forages qui ont eu lieu bien avant. Ici, j'illustre encore une fois un graphique que Thomas Stocker vous a montré. Alors cette fois-ci, l'échelle de temps est inversée. Vous avez l'actuel à gauche, vous avez les derniers 800 000 ans à droite. Et puis, petit bonus par rapport à ce que Thomas Stocker vous a montré, vous avez ici le gaz carbonique et le méthane et les concentrations actuelles dans l'atmosphère. Le gaz carbonique est ici, le méthane est ici. Donc, sur ce graphique, vous pouvez prendre, on va dire, conscience de l'impact de l'activité humaine sur les derniers 200 ans quant aux concentrations des deux gaz à effet de serre majeurs émis par l'activité humaine. On a appris beaucoup à travers cet enregistrement EPICA sur la relation entre climat et gaz à effet de serre, notamment le fait que, en se projetant au-delà de 400 000 ans, quand on regarde l'évolution de la température en Antarctique, reconstruite par les isotopes de l'eau, on se rend compte que les interglaciaires, les périodes chaudes, étaient moins intenses que celles que l'on a connues depuis 400 000 ans, mais également plus longues. Et cette évolution est allée de concert avec des teneurs en gaz à effet de serre moins importantes également, ce qui nous indique très qualitativement que la sensibilité entre climat et teneur en gaz à effet de serre est restée à peu près constante à ces échelles de temps. Alors je précise que ce travail a été conduit essentiellement dans un cadre européen, le projet EPICA, une collaboration franco-suisse dont Thomas Stocker a déjà fait mention, qui est extrêmement importante pour ses activités sur les gaz à effet de serre. Et puis là également, l'Institut polaire a été un acteur majeur pour donner accès au site de Concordia, et l'ANR nous a également soutenus pour ses activités. Vous retrouvez sur ce graphique l'évolution du climat au Groenland, telle que l'a montré déjà Thomas Stocker. La courbe ici vous représente l'évolution climatique observée dans le site de Northgrip, donc au nord du Groenland, qui regroupe 125 000 ans d'histoire du climat. Grâce aux travaux de nos collègues danois, avec l'aide des chercheurs du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Saclay, des études très détaillées ont pu être conduites sur ces changements climatiques majeurs, en focalisant ici sur le réchauffement brutal qui s'est produit il y a 11 500 ans à la surface du Groenland et qui a conduit le Groenland dans l'état interglaciaire que l'on connaît aujourd'hui. Vous avez, on ne va pas rentrer dans le détail de ces courbes, mais si vous regardez cette partie du graphique, ce sont des mesures extrêmement détaillées où on peut suivre année par année, notamment l'origine des précipitations en neige à la surface du site de Northgrip. Et cette évolution de l'origine des précipitations, que l'on obtient à travers un marqueur que l'on appelle le deutérium excess, nous montre que d'une transition climatique à une autre, on change de régime d'origine des précipitations en 1 à 3 ans seulement. Dit en d'autres termes, la surface du Groenland a vu une origine des précipitations changer brutalement à une échelle de temps qu'un humain peut tout à fait percevoir, puisqu'on parle d'échelle de quelques années seulement. Donc c'est un résultat extrêmement important qui a été publié l'année dernière et qui nous démontre, s'il en est, grâce à ces données paléoclimatiques, qu'il y a des notions réellement de surprise climatique et d'effet de seuil possibles quand on parle d'évolution climatique à long terme. Ce n'est pas un long chemin tranquille de réchauffement, on peut avoir des effets brutaux, tels que cela est démontré dans le cas du Groenland. Je basculerai maintenant sur un forage qui s'est mis en place réellement dans le cadre de l'année polaire internationale, c'est le forage NEM, situé ici dans la partie nord-ouest du Groenland. Ce forage est conduit par nos collègues danois, mais il y a un véritable consortium international autour, avec 14 pays européens impliqués, dont la France. Je vous encourage d'ailleurs, pendant la pause de midi, à jeter un œil à l'extérieur, puisqu'il y a quelques posters qui vous illustreront le contenu scientifique de ce projet. L'enjeu majeur de ce projet, c'est d'accéder enfin au Groenland à un enregistrement fiable du climat pendant la dernière période interglaciaire, il y a 130 000 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a 130 000 ans, l'Arctique, en général, recevait une quantité d'énergie du Soleil beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. En été, cela représentait 50 watts par mètre carré supplémentaires fournis par le Soleil à la surface de l'Arctique. Donc nous sommes là dans un cas extrême, qui n'est pas un analogue parfait, évidemment, de ce que la Terre va expérimenter dans les prochaines décennies, mais qui nous permet de tester les modèles climatiques et notamment de déterminer dans quelle mesure le Groenland est conduit à fondre partiellement ou, on va dire, en grande partie, durant ces conditions de forçage climatique particulièrement intenses. Alors le forage a débuté l'année dernière,
en juillet 2008. À l'heure où l'on parle, on a une équipe actuellement danoise et puis avec d'autres partenaires internationaux qui sont en train de mettre en place le système de forage et on espère très fort que fin juillet, début août, quand la campagne d'été sera finie sur ce site de Nîmes, on aura atteint peut-être 1000 mètres de profondeur et le travail continuera pendant encore 2 saisons. Alors il y a déjà des résultats scientifiques à présenter qui évidemment ne sont pas publiés. Ils résultent du travail de nos collègues danois avec Valérie Masson-Delmotte, notamment au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Ici, ce sont des mesures des isotopes de l'eau couvrant typiquement les derniers 200 ans sur le site de Nîmes, donc sur la première carotte obtenue l'année dernière, comparée à l'évolution de la température mesurée à une station météorologique au sud-ouest du Groenland. Ce qu'on observe pour la première fois avec cet enregistrement dans les isotopes de l'eau, c'est que les teneurs actuelles montrent clairement un réchauffement qui dépasse les valeurs particulièrement élevées observées durant les années 30. Donc c'est une information extrêmement importante. D'une part, on a ici l'indication que les isotopes de l'eau dans ce site de forage nous donnent réellement un signal de température, et d'autre part, qu'ils observent le réchauffement récent tout à fait bien marqué maintenant dans ces gaz du Groenland. Les études conduites par les collègues danois et par Valérie Masson-Delmotte ont également montré que la précipitation sur ce site est essentiellement une précipitation estivale et qu'elle est influencée notamment par l'étendue de la banquise en mer de Baffin. Donc on espère, à travers les études de ce site, obtenir des informations indirectes sur l'état de la glace de mer en Arctique, au moins sur une portion de l'Arctique. Quelques mots maintenant en Antarctique sur un forage situé au site de Talos Dome. Donc, Talos Dome est un site côtier antarctique à environ 1100 km de Concordia et situé à 550 km d'un autre site foré par les Américains il y a quelques années, Taylor Dome, site qui a été l'origine d'une controverse. Quand on étudie l'évolution climatique entre une glaciation et une période interglaciaire, que l'on compare ce qui se passe en Antarctique et au Groenland, on a ce que l'on observe, ce que l'on appelle une bascule bipolaire, c'est-à-dire que la réponse climatique de l'Antarctique est en quelque sorte opposée à celle du Groenland quand on regarde en détail l'évolution climatique. Or, nos collègues américains, grâce au site de Taylor Dome, étaient arrivés à une conclusion tout à fait opposée, que sur cette zone côtière antarctique, le climat répondait en même temps que celui du Groenland, avec une relation directe avec l'état de la circulation thermohaline dans l'océan Atlantique Nord. Le site de Talos Dome nous a permis de tester cette hypothèse. Et voilà donc les résultats tout récents qui ont été obtenus vraiment au cours des dernières semaines, montrant donc cette évolution climatique depuis aujourd'hui jusqu'à moins 25 000 ans, grâce aux enregistrements isotopiques sur ce site de Talos Dome, comparés aux données obtenues sur le plateau antarctique, sur les sites de Concordia et de Dronim-Woodland, et comparés ici en rouge à l'enregistrement du Groenland obtenu au site de North Grip. On voit clairement que ce site de Talos Dome réagit comme celui de Concordia ou celui de EDML. Donc on arrive maintenant à une conclusion très forte que cet effet de bascule climatique lié à la circulation thermohaline affecte en fait l'ensemble de l'Antarctique, y compris les régions côtières. C'est particulièrement important quand on se projette dans l'avenir, parce que vous le savez, Thomas Stocker a insisté là-dessus, un des points chauds, on va dire, de l'évolution climatique future concerne cette circulation thermohaline, cette circulation dans l'océan Atlantique Nord, son intensité qui peut être affectée par la décomposition partielle du Groenland. Or, si dans le futur, le Groenland effectivement se décompose et ralentit cette circulation thermohaline, l'effet direct que l'on peut attendre, d'après nos enregistrements paléoclimatiques, c'est que l'Antarctique va se réchauffer. Et l'Antarctique, non seulement l'Antarctique va se réchauffer, mais on peut s'attendre à une rétroaction du cycle du carbone qui fait que l'océan austral piège moins de gaz carbonique qu'il ne fait aujourd'hui, donc amplifie encore plus cet effet de réchauffement. Alors maintenant, quelques mots pour ébaucher un bilan sur cette année polaire vue côté français. Je pense qu'on peut conclure réellement à des progrès significatifs des connaissances sur des signaux climatiques qui couvrent différentes échelles de temps et différents processus étudiés en détail. Mais je pense qu'il faut insister sur le fait que c'est un événement qui s'inscrit dans un mûrissement scientifique qui n'a pas démarré en 2007. L'année polaire internationale a été un effet impulsif extrêmement important pour les recherches climatiques, notamment avec le démarrage des mesures de gaz carbonique à la station de Hawaï. Il est évident qu'il ne faudrait pas s'arrêter aujourd'hui, en 2009, avec cette cérémonie de clôture, d'autant plus qu'aujourd'hui, on se rend compte que de nombreux processus en région polaire sont susceptibles d'intervenir sur le climat du futur et qu'il convient de les étudier. Je pense qu'un vrai bénéfice de l'année polaire a été de renforcer, s'il y en avait encore besoin, les coopérations internationales. Et notamment, je pense que dans notre communauté, notamment les chercheurs travaillant sur les carottes de glace, on ne raisonne pas France, on raisonne Europe. Pour nous, la recherche dans notre domaine, elle se fait à une échelle d'un laboratoire européen. On ne raisonne plus maintenant France par rapport aux autres projets.
par rapport aux autres pays. Un autre effet indéniable de la 4e année polaire internationale a été la sensibilisation des citoyens. Et je pense notamment les jeunes générations. Chaque chercheur qui est dans cette salle et qui a contribué à l'année polaire internationale peut témoigner de l'attrait qu'a représenté cet événement, aussi bien pour les enseignants que pour leurs étudiants. Nombreuses visites de lycées, colloques et de nombreux événements qui ont été notamment pilotés par l'Institut polaire Paul-Émile-Victor. C'est non seulement une véritable sensibilisation envers les questions d'environnement, mais également, et je pense que c'est très important dans le contexte actuel, une sensibilisation envers l'intérêt des sciences. Et j'espère que cet événement aura créé quelques vocations parmi les jeunes générations. Maintenant, quelques mots pour la 4e année polaire. Après la 4e année polaire, qu'est-ce qu'il reste à faire finalement? Il reste évidemment des questions scientifiques majeures. Thomas Stocker en a déjà listé un certain nombre, qui concernent les rétroactions climat-carbone, notamment au pôle, les questions du devenir du permafrost, des hydrates de méthane, le couplage vraiment fin entre l'océan, la glace de mer et l'atmosphère, qui peuvent générer des processus rétroactifs particuliers impactant sur l'état notamment climatique des régions polaires, la dynamique des calottes de glace, Frédéric Rémy nous en parlera tout à l'heure, et puis, de manière peut-être de moins en moins anecdotique, l'impact par exemple du carbone suie. Vous n'êtes pas sans savoir que des routes maritimes sont en train de s'ouvrir maintenant dans l'Arctique. Qui dit route maritime dit trafic amenant quantité de polluants et notamment du carbone suie. Et ce carbone suie a un impact potentiellement très important sur l'albédo de la neige, c'est-à-dire la quantité d'énergie que la neige va renvoyer vers l'espace. Donc on a encore ici, via l'activité humaine, qui jusqu'ici n'est pas réellement développée dans le milieu arctique, le potentiel de rajouter encore une rétroaction supplémentaire qui aggrave le phénomène de disparition de la banquise arctique. Il est important, je pense, de lancer des chantiers spécifiques sur les processus encore mal compris. L'effet du GIEC, c'est certainement de faire prendre conscience aux citoyens, à la population mondiale, que le problème du changement climatique est sérieux, doit être pris en main par les citoyens et par les hommes politiques. Mais il donne aussi l'impression parfois que l'on a suffisamment compris l'état de fonctionnement de la machine climatique. C'est loin d'être le cas. Il y a beaucoup de processus qui sont pour l'instant mal représentés dans les modèles, et si on veut mieux les représenter, il faut les étudier en détail. Notamment, j'aurais tendance à dire à titre personnel qu'il y a une tendance aujourd'hui à s'intéresser de plus en plus aux impacts du changement climatique. Quel va être l'effet sur la biodiversité? Quel va être l'effet sur les ressources en eau? Mais au fond, si on calcule les impacts sans connaître réellement quelle va être l'évolution climatique, je pense qu'on va se tromper de chemin et qu'on va conduire des études qui finalement auront des conclusions qui seront fausses. Un impératif, maintenir et développer les réseaux d'observation. Les cartes d'évolution de température, vous en disposez aujourd'hui parce qu'il y a 150 ans, des gens ont commencé à mesurer la température. Il est absolument indispensable aujourd'hui de poursuivre ces études, documenter l'état du système climatique, et ça passe par les réseaux d'observation, aussi bien au sol qu'en spatial avec les satellites. Et là, je tiens à souligner encore une fois le rôle extrêmement important de l'Institut national des sciences de l'univers en France, qui coordonne ce type d'activité d'observation. Il faut poursuivre l'étude des enregistrements glaciologiques. Nous avons dans notre valise de nombreuses potentialités là-dessus, des nouveaux traceurs qui nous permettront de mieux contraindre, par exemple, le forçage volcanique ou le forçage solaire dans le passé, étudier la variabilité climatique plus en détail. Et je pense qu'il faut encourager la mise en réseau des infrastructures logistiques. Il est bien évident que la recherche polaire a un coût extrêmement important, et que pour la rendre efficace, il faut que les agences de moyens, les agences logistiques jouent leur rôle ensemble de manière coordonnée. Je citerai par exemple deux problèmes aujourd'hui tout à fait criants qui nous impactent aujourd'hui dans la conduite de certains projets. Des problèmes par exemple de financement en Italie. Les Italiens ont beaucoup de mal à assurer leur activité en région polaire antarctique aujourd'hui. Les problèmes de coopération avec la Chine. La Chine arrive aujourd'hui en Antarctique avec une attitude plutôt nationaliste, ce qui ne facilite pas les coopérations internationales. Et pour finir, je dirais qu'il faut soutenir les points forts scientifiques et technologiques en France. Et dans ce sens-là, je saluerai l'initiative récente de labellisation par l'INSU d'un centre de carottage et de forage national qui va permettre de pérenniser la capacité technique, notamment française, pour accéder à ces carottes de glace. Et je tiens à cette occasion à saluer les efforts extrêmement importants des techniciens et ingénieurs, personnes de l'ombre. On parle beaucoup de science ici, mais il ne faut pas oublier les techniciens et ingénieurs qui sont à la base de l'obtention de nos résultats. Je terminerai mon exposé par une illustration d'un de ces projets que l'on souhaite mener à terme, qui conduit finalement, qui coordonne ensemble des aspects de questionnement scientifique, des aspects de technologie. Ça concerne en fait l'accès à une glace plus ancienne que celle d'Epica Domsée, aller au-delà de 800 000 ans. Ce n'est pas juste pour un chiffre, ce n'est pas juste pour battre un record.
Au-delà de 800 000 ans, on sait que le climat terrestre réagissait d'une manière différente à ce qu'il fait depuis 800 000 ans par rapport au forçage d'insolation. Les battements du climat terrestre étaient typiquement de l'ordre de 40 000 ans, avant 800 000 ans, et maintenant ils sont typiquement de l'ordre de 100 000 ans. On n'a pas aujourd'hui d'explication claire de ce changement de régime du système climatique terrestre il y a environ 800 000 ans. Et pour ça, il faut évidemment accéder à un enregistrement fiable, notamment de la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère au cours du temps. Donc nous sommes aujourd'hui, à l'échelle internationale, via le projet IPIX, à la recherche d'un site antarctique nous permettant d'accéder à de la glace plus ancienne que 800 000 ans. Vous avez sur cette carte quelques exemples de régions en violet où potentiellement cette glace pourrait être trouvée. Et notre objectif aujourd'hui est de construire un instrument qui nous permette d'aller voir sur site, en une seule saison, si effectivement on atteint de la glace suffisamment ancienne. Donc il s'agit de développer une sonde analytique innovante qui va mesurer notamment le signal climatique et les gaz à effet de serre directement dans la glace plutôt que de remonter une carotte à la surface. Alors c'est un gros projet. Nous avons une demande de financement aujourd'hui à l'European Research Council. On espère potentiellement le financer si le Centre national en technologie de forage et de carottage devient un très grand équipement. Et puis sinon, bien sûr, s'il y a des mécènes dans la salle qui souhaitent soutenir ce type d'activité, ils seront évidemment les bienvenus. Merci pour votre attention.